merci de votre présence. Nous allons commencer ce conseil de quartier par deux vidéos. Une première vidéo qui va faire la synthèse des conseils de quartier depuis 2014 pour vous montrer un petit peu tous les sujets que nous avons présentés. Et ensuite, nous aurons une petite vidéo sur les fêtes de quartier. Voilà. Je passe donc la parole à l'adjoint au maire, Monsieur Jean-Philippe Pierre, qui va commenter la première vidéo. Oui, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour le dernier conseil de quartier. Vous savez qu'il n'y en aura plus avant les prochaines élections municipales qui sont en mars. Donc on a choisi un ordre du jour qui nous impacte tous particulièrement, puisqu'on va principalement parler du pôle Montparnasse tout à l'heure, qui sera présenté. Et pour le coup, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre quartier et qui inscrit notre quartier dans les 20 ans qui viennent. Donc on aura un vrai débat très intéressant. Mais sans plus attendre, on va tout de suite vous montrer ce petit résumé de ce que l'on a fait depuis 6 ans. Alors quand je dis on a fait, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont autour de cette table, les élus, mais aussi les membres du conseil de quartier élus, et puis ceux qui ont été désignés, et puis vous tous dans la salle, que je reconnais beaucoup de visages, avec lesquels j'ai beaucoup collaboré, travaillé, durant les 6 ans qui se sont écoulés. Grâce à vous, on a essayé de faire des choses efficaces, avec l'appui de Philippe Goujon, qui a toujours été à notre écoute pour défendre chaque bout de trottoir, même si ça n'a pas forcément été toujours très facile. Mais bon, en tous les cas, on a essayé d'avancer et de faire en sorte que les problèmes se règlent au fur et à mesure. Alors, il reste plein de choses à régler, hein, j'en suis d'accord avec vous. Mais voilà, on fait ce que l'on peut et on essaie d'avancer dans l'intérêt général et dans l'intérêt de chacun d'entre vous. Alors, tout de suite, ce petit diaporama qui va vous montrer un petit peu ce que l'on a fait depuis 6 ans. Alors bon, évidemment, les remerciements que je viens de faire. Et on a repris ensuite l'ensemble des thèmes qui ont été abordés. Alors vous verrez, je ne vais pas les lire parce qu'on ne va pas passer des heures sur parler du passé, on va parler aussi du présent et de l'avenir. Mais vous voyez, on a abordé à chaque fois des sujets très concrets, que ce soit la gare Montparnasse, le CPCU, vous en souvenez, qui nous a beaucoup peiné, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux de chaussée, de voies de circulation interdites, etc. Donc ça a vraiment été un sujet qui nous a beaucoup occupés. Bon, le chantier du 37 Trafalgar, vous en souvenez, les travaux de la modernisation de l'Institut Pasteur, qui avait été déjà engagé dans le conseil de quartier précédent, qui était présidé par ma collègue Pascal Deschessing. Je lui tourne le dos, d'ailleurs, c'est pas très, très sympathique, mais c'est un sujet qui avait été évoqué déjà dans le précédent conseil de quartier, qui était évidemment le gros pôle de l'Institut Pasteur. Le budget participatif, alors qui a été très important, puisque grâce au budget participatif, on a réussi à faire voter les travaux qui vont réaménager le boulevard de Vaugirard et le boulevard Pasteur. Vous avez vu que les travaux ont commencé, on les attendait depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, on a 2 ans de retard sur les travaux, mais bon, les travaux commencent. Donc on va se réjouir de voir au printemps prochain une jolie coulée verte qui commencera à la gare Montparnasse et qui viendra se terminer au métro Pasteur. Alors le musée de la Poste, alors là aussi ça a été un vrai sujet, hein. Pour tous les riverains du musée de la Poste, ça a été de gros soucis de nuisances, des soucis de stationnement, des soucis de propreté, etc. Et donc on a essayé aussi d'être à vos côtés pour défendre les intérêts de chacun d'entre vous. Enfin, ce musée est ouvert. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont pu le visiter. Il est magnifique. On l'attendait avec aussi, il y a eu au moins 2 ans de retard, mais bon, il est ouvert. Donc c'est un point important, puisqu'on a 2 musées. On a 2 musées très
très, très fort dans notre quartier, puisqu'on a Bourdelle et le musée de la Poste. Évidemment, il y a Pasteur, mais il y a surtout Bourdelle et le musée de la Poste. Dire qu'on est le deuxième arrondissement au point de vue taille des étudiants après grâce à l'arrivée Alors oui. Agro-Polytechnique. Donc il y a, comme vous le savez, on est dans un quartier qui devient très, très universitaire, puisqu'on a le SCP qui... non, le SCE... non, c'est là... Non, c'est Subdeco, excusez-moi. C'est Subdeco ? Oui. Un rue à Armand-Moisan, excusez-moi, je perds la mémoire. Le SCP, bah voilà, j'étais bien dans mon... Donc le SCP, donc on a plus de 2000 étudiants qui se sont installés il y a 2 ans, ce qui est sensationnel pour... les commerçants me le disent, c'est sensationnel, ça crée de l'activité. Alors ça crée des nuisances, rue Armand-Moisan, je le sais. Je vois qu'il y a des visages qui se tournent vers moi, mais on a essayé de faire le maximum pour que ces nuisances soient les moins fortes possibles. Mais vous savez que là aussi, ça a quand même créé de l'activité et ça crée le fait d'avoir des jeunes quand même dans un quartier, des jeunes étudiants. C'est quand même quelque chose de très positif pour le 15e, mais aussi pour notre quartier. Et on est le deuxième arrondissement après le quartier latin en termes d'étudiants. Voilà. Ça, c'est pour tout le 15e, hein, évidemment, puisque vous savez qu'il y a un gros pôle aussi d'étudiants, le pôle Eiffel, qui se trouve plus près de la Seine, à Beaugrenelle, en fait. Alors, les travaux intérieurs de la gare Montparnasse, voilà, c'est en cours. Hein. Pour tous ceux qui vont à la gare Montparnasse, vous avez vu qu'il y a quand même... les travaux avancent, ça progresse, hein, voilà, il y a quelques nuisances là, et des nuisances entre autres de l'autre côté du boulevard de Vaugirard qui nous ennuient aussi, mais bon, à l'intérieur de la gare commence à être un beau lieu de vie. Et puis on a surtout, je vous invite à aller regarder ces 2 magnifiques fresques de Vasarely qui étaient cachées par des bardages en tôle depuis plus de 20 ans et qui ont été restaurés. Et vous verrez, ces 2 fresques de Vasarely sont magnifiques. Elles sont dans le hall principal de la gare. Donc je vous invite à aller les voir. Parce que vous aimiez ou pas Vasarely, c'est quand même deux magnifiques fresques qui ont été complètement restaurées. Mais bon, on a toujours des problèmes avec la gare. Hein. La directrice de la gare qui est tout à fait à notre écoute. Mais bon, on continue à avoir des problèmes quotidien avec la gare. Bon, la rocade des gares, vous savez, c'est les tracés, c'est les bus qui relient les gares entre elles. Donc, donc maintenant il y a une jonction entre Montparnasse et la gare du Nord. Il y a une jonction entre Montparnasse et Lyon, et la gare de Lyon, Saint-Lazare. Donc voilà, tout est relié par bus maintenant d'une façon assez fonctionnelle. Bon, le contre-allure, après on va avancer parce que sinon, si je recommande tout ce qui s'est passé, on va pas s'en sortir. Bon, le chantier Paris Habitat donc est un peu plus haut, là où on a eu la chance, à la grande joie de Françoise Malassi, ma collègue qui est devant moi, on a eu la chance d'avoir une jolie crèche. Donc voilà, c'est des berceaux en plus pour les jeunes qui ont des enfants en bas âge dans le quartier. C'est un point important. Et Dieu sait si ce chantier a été compliqué parce que Philippe Goujon s'est beaucoup battu pour ce chantier, puisque ce chantier a traîné, comme pour ceux qui s'en souviennent, pendant des décennies, où il y avait un espèce de trou béant. Heureusement, on a réussi à faire quelque chose de globalement propre. La Villa M, la Villa M, vous voyez où c'est, hein, c'est cet énorme chantier du boulevard Pasteur. Qui là encore une fois, ce sont encore de vraies nuisances, mais bon, ça se termine. La Villa M sera terminée dans septembre. Voilà, ça va être un nouveau pôle d'activité et un lieu de vie, à la fois santé, mais aussi avec des espaces de convivialité. Il y a même un hôtel de mémoire, donc voilà, c'est bien aussi pour la valorisation du quartier Pasteur. Donc une résidence étudiante, bon, ça c'est pareil, c'est dans l'esprit que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir le plus possible d'étudiants pour donner un peu de jeunesse à notre quartier. Voilà, on peut continuer. Ça veut pas. Bon. C'est une miracle, une informatique.
Bon, on peut continuer. La maison de santé de la gare, c'est l'ordre du jour de ce soir, donc on l'abordera dans quelques minutes. Comme là, on a repris l'ordre du jour de ce soir, donc voilà. Là, apparemment, on a dû sauter 3-4 séances, mais bon. Il y avait 15 séances du conseil de quartier. Voilà, donc on a fait 15 réunions de conseil de quartier pour ceux qui les ont suivis assidûment. Il y a quelques visages qui effectivement ont été très assidus. Voilà. Voilà. Donc merci encore à tous d'avoir été présents à nos côtés. C'était très important, ça nous a permis d'avancer, d'être très concret. Maintenant, on va vous présenter un petit diaporama qui, lui, est un petit diaporama qui est très court, qui vous montre nos dernières fêtes de quartier, qui étaient principalement tournées vers les enfants, parce qu'on est attaché au fait de faire des fêtes de quartier pour nos enfants ou nos petits-enfants pour ceux qui en ont, en tous les cas pour les jeunes. Voilà. Oui, alors il y avait aussi, vous vous en souvenez, on a fait une fête autour de Camille Claudel sur la place Falguière avec un concert auquel certains ont participé. Vous allez voir les images dans 2 minutes. Ça, nous avions des... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, excusez-moi, je suis à Faune, j'ai laissé ma voix dans un amphi sans chauffage et avec des courants d'air. Nous avions c'était M. Sidbon qui nous avait amené des acteurs, des jeunes acteurs qui ont lu les lettres de Camille Claudel à Rodin, et notamment aussi beaucoup de lettres qu'elle écrivait à la ville de Paris pour se faire payer de ses œuvres. Vous voyez, ça existait déjà dans ce temps. Voilà, il y a une association qui est venue avec il faisait très chaud d'ailleurs ce jour-là, des carrés d'orange et tout, c'était bien sympa. Voilà, les acteurs. Et nous avons eu la chance de voir arriver le petit-fils de Paul Claudel, au milieu, qui est venu nous rejoindre à la fin de la journée, puisque sa petite fille avait vu justement cette fête. Voilà, parmi les autres activités, on peut noter aussi la visite du musée Bourdelle, qui est quand même un musée magnifique que nous avons à côté de nous. Voilà, on avait été piloté par le... comment ça s'appelle déjà ? En chef. La personne qui est responsable du musée Claudel, le directeur du musée, le conservateur. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Voilà, là vous apercevez le fameux centaure agonisant. Alors il y a une longue histoire sur cette statue, puisque dès 2000, un certain nombre d'habitants du 15e avaient demandé qu'une statue soit mise au niveau de la place qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui est la place au bout du boulevard de Vaugirard et au bout du musée et du boulevard Pasteur. Et nous avions réussi à savoir qu'il y avait une statue, le centaure agonisant, que vous allez voir peut-être ici, voilà. Il y a un bronze qui existe, qui est dans une réserve de la ville de Paris, et aux dernières lettres qu'a reçues notre maire, les musées, je ne sais pas qu'est-ce qui s'occupe de ça, au niveau de la ville de Paris, a décrété que les immeubles aux alentours n'étaient pas dignes de recevoir cette statue. Alors si vous habitez dans les immeubles aux alentours de cette place, je vous laisse juge. Voilà, dans les autres activités, il y a eu aussi la visite du musée Pasteur qui a été faite au moment de la journée des arts du 15e. Voilà. On a pu voir ce magnifique musée. Vous avez toujours la maison de Pasteur. Je vous ai mis quand même quelques prix Nobel, puisque vous savez que Pasteur, c'est 130 ans d'existence et c'est 12 prix Nobel, donc pratiquement un tous les 10 ans. Celui de Françoise Barré-Sinoussi, qu'on a bien oublié, qu'il l'a eu avec le professeur Luc Montagnier sur les recherches sur le sida. Et voilà le petit musée que vous avez avec les différents éléments. On voit même le microscope de Pasteur, où il a quand même vu des virus alors qu'il n'avait pas la possibilité matérielle de les voir. Hein. Voilà sa tombe, puisqu'il est enterré sous l'Institut Pasteur. Voilà.
Et voici, alors bien entendu, on n'a pas de photos pour ça, mais c'est toutes les actions menées par le Conseil donc Pasteur Montparnasse, grâce souvent à vos relances et demandes au niveau de la police, des pompiers, du SAMU, de la sécurité, de la prévention, de la voirie avec les aspects aménagement des espaces verts, du nettoyage et du problème de la propreté des rues. Et là, vous savez très bien qu'on a toujours des problèmes entre les mairies d'arrondissement et la mairie générale de Paris, le stationnement, les nuisances, la gare Montparnasse qui répond, qui est pour nous quand même un pôle de nuisances important, et puis les lieux culturels, musée de la Poste, Institut Pasteur, musée Bourdelle, Villa Vassiliev. Donc vous voyez, c'est un travail assez important. Je voudrais simplement revenir sur le budget participatif qui nous avait permis d'avoir une enveloppe de 1 365 000 € pour refaire le boulevard Pasteur et de Vaugirard. Bien entendu, comme c'est un budget dit participatif, on aurait dû, à mon avis, être consulté, nous, conseil de quartier. On nous a imposé la disparition des transverses. Alors, qu'est-ce que c'est que les transverses? Ce sont les voies de circulation pour les vélos, pour les autos, pour les taxis, pour les Uber, qui permettent de passer du côté boulevard de Vaugirard, côté gare, au côté boulevard de Vaugirard, côté Necker, ou inversement. Et dans le projet, ils veulent faire pratiquement une partie complètement fermée, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des difficultés énormes pour pouvoir accéder à nos immeubles. Alors, je ne vous parle pas déjà le jour de grève ou le jour d'incident à la gare Montparnasse. Il n'y a qu'à voir déjà comment est la circulation, car on sera dans la même configuration qu'actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une voie de circulation et une voie à autobus. Donc il y a une pétition qui va circuler, ceux qui veulent la signer, pour qu'on conserve ces transverses, car si on supprime ces transverses, ça va être un blocage total du quartier de Montparnasse, et pour accéder à nos immeubles, et puis pour les accès, que ce soit pompiers, SAMU, et ainsi de suite. C'est déjà bloqué avec les Uber, quels que soient les problèmes, disons, normaux de la gare. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On va passer au second sujet que l'on va traiter ce soir. C'est donc le projet de réhabilitation de... Non, on avait dit le quoi pour les... Ah oui, on a oublié la vidéo des fêtes de quartier. Excusez-moi. Oh, surtout, c'est sympa en plus. C'est pas long, vous en faites pas. Non, c'est 3 minutes. Alors, c'est une fête de quartier qui a eu lieu le 12 juin 2019 et qui était au-dessus du parc du Jardin de l'Atlantique. Bon, on a perdu le son, mais c'est pas grave. C'est les lois de l'informatique, ça. Donc, il y avait un certain nombre de stands. Il y avait un stand de rempotage. Il y avait un stand du sculpteur sur ballon qui a toujours beaucoup d'accès. Nous avions un fournisseur de glace bio, un stand de rempotage, un stand de tatouage éphémère. Et ce qui a été, à mon avis, très intéressant, on a eu la présence de la police qui a fait une instruction pour les enfants pour augmenter la sécurité dans les rues. Et c'était très intéressant, ça. Voilà, vous voyez Madame la Présidente et Monsieur le maire adjoint. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu un temps qui a été épouvantable. Là, vous avez eu des photos sous le soleil, mais on a eu aussi des trompes d'eau. Et que malheureusement, les écoles du 15e ne se sont pas déplacées. La seule école que vous avez vue, c'est une école du 6e arrondissement qui est venue. Voilà le stand de tatouage éphémère. C'est vrai que le Jardin de l'Atlantique présente toute sécurité pour faire une réunion avec des enfants. Voilà, donc là vous n'avez pas le son, c'est comment traverser une rue. Voilà, le sculpteur de ballon qui a eu un grand succès. Et l'orchestra Swing. Voilà. Voilà ce qui fut fait. Un rapide... donc un rapide résumé. Vous voyez, là il pleuvait même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Farcette de la direction de l'urbanisme. Comment ? De la direction de l'urbanisme de la ville de Paris pour nous présenter, ainsi que tout le pool de maîtrise d'œuvre, pour nous présenter la réhabilitation de la place Montparnasse. Vous voulez un micro ? Vous en avez un là-bas ? Ah oui.
Prenez sa place. Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Micro. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va vous faire un point d'avancement sur le projet Montparnasse, le projet Mène Montparnasse. Je passerai ensuite la parole à Nicolas Carnevali et à Elena Hiriart qui sont membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pour vous présenter les détails de ces orientations et puis également la maquette du projet. Et puis on prendra ensuite le temps d'échanger ensemble au travers de questions-réponses. Donc je voulais commencer par vous présenter une cartographie des différents projets publics et privés qui sont programmés à court, moyen et long terme sur le site. Vous avez un projet d'espace public assez important qui représente près de 9 hectares qui s'étendent de la rue de Rennes que vous avez tout en bas de la carte ici jusqu'à la place de la Catalogne tout en haut. Donc ces espaces publics sont les espaces publics concernés par le projet urbain Mène Montparnasse. Au-delà de ce projet public, nous avons un certain nombre de projets privés, comme celui de la tour Montparnasse et de la tour CIT, qui sont deux des immeubles de l'ensemble immobilier. Donc la tour Montparnasse a son permis de construire qui est déjà délivré. Et les travaux vont débuter début 2021. Et puis l'immeuble CIT a son permis de construire actuellement en cours d'instruction. Et les travaux sont programmés dans la même période que celle de la tour Montparnasse. Donc dans cette période qui doit nous emmener de 2021 jusqu'à 2024. Les autres composantes, c'est la transformation du centre commercial, du socle que vous avez au pied de la tour Montparnasse. C'est ce qu'on a appelé dans le jargon un petit peu technique les nouvelles formes urbaines qui vont vous être présentées en détail par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Parmi les autres grands objectifs publics que nous avons, il y a l'amélioration d'un certain nombre d'accès qui sont représentés ici par les points numéro 6. Celui qui est près de la place du 18 juin 1940 correspond à l'objectif d'améliorer l'accessibilité et la visibilité de la piscine Armand Massard depuis l'espace public. Et puis les deux points que vous avez un petit peu plus haut à côté de la gare correspondent à la problématique d'améliorer l'accessibilité au jardin atlantique. Et il y a également deux autres projets qui sont des projets privés sur la dalle du jardin atlantique, la transformation de l'immeuble CNP qui est en superstructure de la gare, cette grande barre d'immeubles que vous avez au-dessus de la gare qui a vocation à se transformer d'ici 2022-2026, et la transformation également du musée de la Libération qui a quitté le site du jardin atlantique pour se transformer en le projet l'Oasis qui vous a peut-être déjà été présenté, sinon ce sera le cas bientôt. Donc le projet Mène Montparnasse a vocation à dresser un cadre de cohérence vis-à-vis de tous ces projets publics-privés. Pour bien rappeler le contexte, on est sur une dizaine d'hectares avec 8 hectares d'espace public et une parcelle privée qui correspond à l'ensemble immobilier de la tour Mène Montparnasse. Donc c'est un périmètre d'études et des objectifs que vous avez ici de rappeler qui ont été délibérés en mars 2018 lorsque la ville a décidé de s'engager pour créer ce cadre de cohérence générale. Alors je ne vais pas relire tous les objectifs qui figurent ici, simplement souligner la volonté de développer la végétalisation, également la volonté d'aboutir à la fin à un quartier mixte regroupant des activités économiques, des logements et des équipements d'intérêt général, et une problématique de fond qui finalement
et sous-jacente à ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir qu'on est sur un territoire public et privé, la nécessité de trouver un équilibre économique pour convaincre les copropriétaires de cette parcelle de 2 hectares eh bien, de faire la transformation la plus intéressante pour tous. Donc, où en est-on de l'avancement de ce projet urbain? On a eu en 2018, après ce lancement au Conseil de Paris, une première phase de concertation qui nous a permis, au travers d'un certain nombre d'événements, de réunions publiques, de marches, d'ateliers, d'un questionnaire, d'établir un diagnostic d'usage qui a donc été transmis à 4 équipes de maîtrise d'œuvre qui ont réfléchi. L'équipe qu'on a en face de nous est celle qui a remporté cette compétition internationale. Les résultats de cette compétition ont été exposés au pavillon de l'Arsenal cet été. Et on engage maintenant un cycle de concertation publique sur la base de ce projet qui va vous être présenté ce soir. Et cette concertation publique, elle a vocation à se prolonger jusque fin 2020. Donc c'est important de bien l'intégrer, puisque ce ne sont que des orientations urbaines que nous vous présentons. On n'a rien de figé à ce stade, et l'idée c'est de concerter jusqu'à fin 2020, et puis ensuite d'arrêter un projet et engager sa phase de mise en œuvre. Donc parallèlement à cette concertation, l'étude urbaine qui correspond finalement à une consolidation technique de ce qui vous est présenté là, eh bien, va se poursuivre jusqu'à fin 2020. Parallèlement à cela, une étude transport va être conduite. Donc cette étude transport, je vais la présenter un petit peu plus en détail après. Et puis, comme c'est le cas pour tous les projets de cette nature, on va procéder à une évaluation environnementale pour améliorer la performance de ce projet, et en tout cas bien identifier quel peut être son impact sur l'environnement. Alors quelques détails sur l'étude transport et l'évaluation environnementale. Pour vous en dire 2 mots sur cette étude transport, c'est une étude qui va être pilotée par l'autorité organisatrice des transports, Île-de-France Mobilité, par la ville et notamment les 3 mairies d'arrondissement qui sont concernées par le projet, par les opérateurs transports que sont SNCF et la RATP, par les différents porteurs de projets, les propriétaires fonciers, mais aussi, suite à un vœu adopté au dernier Conseil de Paris, les représentants des conseils de quartier. Donc votre conseil de quartier aura à désigner un représentant ou des représentants pour participer au pilotage de cette étude, puisque le sujet a été voté au dernier Conseil de Paris. Le périmètre de cette étude de transport, c'est le périmètre du quartier de gare. Donc ça va largement au-delà du périmètre que je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire que ça intègre aussi le hall Vaugirard, le hall Pasteur, le pont des 5 Martyrs du lycée Buffon, le boulevard de Vaugirard. Donc également cette partie-là, au-delà de celle qui va de la rue de Rennes à la place de la Catalogne. Et l'idée, c'est de regarder comment améliorer le fonctionnement du quartier de gare. J'entendais tout à l'heure quelques préoccupations vis-à-vis du projet du boulevard de Vaugirard. Ce sont ces éléments-là, ce type d'éléments-là qui vont être analysés au travers tout d'abord d'un diagnostic, de la présentation de plusieurs scénarios, et puis ensuite d'approfondissement, le tout devant aboutir à une répartition budgétaire entre les différents acteurs, de façon à ce que les problématiques du pôle Montparnasse sur le plan transport soient traitées en même temps que ce grand projet urbain. Au-delà de cette étude transport, on a une évaluation environnementale. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus en détail, cette évaluation environnementale? C'est une démarche d'amélioration du projet qui va s'intéresser à plusieurs composantes que je vais citer un tout petit peu là, à savoir la question de la biodiversité. Aujourd'hui, elle est pas si riche que ça sur un territoire aussi minéral, même s'il y a quelques atouts
comme peuvent l'être le jardin atlantique. On va s'intéresser à la question de la circulation qui est absolument fondamentale. Aujourd'hui, le projet qui va vous être présenté par l'équipe, c'est un projet qui a fait l'objet d'une analyse d'à peu près 1 an. Maintenant, il faut rentrer dans le détail des simulations pour savoir si, sur le plan de la réorganisation générale, tout va bien. Et donc, c'est l'objet de cette étude de circulation qui va être engagée. On aura également une étude air santé, une étude acoustique, toutes les composantes environnementales qui vont être traitées dans l'objectif d'aboutir à fin 2020 à un projet qui soit le meilleur possible sur cet aspect. Et le dernier élément que je voulais vous présenter, puisqu'on nous a aussi posé quelques questions sur la manière dont le phasage va se réaliser. Tout n'est pas défini sur la manière de réaliser ce projet. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà actées. Par exemple, le fait que, parce qu'il y a ce projet de la tour Montparnasse, le parvis de la gare, la place Raoul-Dautry, eh bien, va être réalisé pour la même échéance. Donc, d'ici début 2024, la place Raoul-Dautry sera rénovée. Par contre, il y a un certain nombre d'autres sujets qui restent complètement à définir sur le plan du calendrier. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir un chantier relativement lourd, évidemment nuisant. L'enjeu, c'est de réduire ces nuisances, mais c'est aussi d'accompagner positivement cela. Et donc, l'idée, c'est aussi de créer, sur l'espace public par exemple, des occupations temporaires qui commencent à transformer le site assez rapidement, à apporter du positif. On pense par exemple à la place du 18 juin 1940, où plutôt que d'avoir pendant ces 5 années un grand espace qui continue voilà, dans son statu quo, l'idée, ça serait commencer à rapprocher la rue de Rennes du reste du quartier, en matérialisant tout simplement le futur tracé au travers de GBA ou de bornes, et permettre de premiers usages qui ne soient pas simplement ceux d'une circulation routière qui aujourd'hui voilà, est complexe à cet endroit-là. Et donc, l'atelier public qui est organisé le 25 novembre prochain à la piscine Armand Massard à 19 h aura pour objet de travailler ces sujets, de débattre des questions de réduction des nuisances et d'accompagnement des chantiers, réfléchir à la manière dont on peut commencer à travailler sur l'espace public pour le transformer et le faire ressembler au moins au travers de ses usages à ce qu'il sera demain. Et puis également travailler avec nos partenaires privés à la transformation de la programmation, ce qui n'est pas évident, hein, parce que quand on a des acteurs voilà, qui sont dans une logique économique, l'idée c'est aussi de les amener dans le tour de table pour trouver voilà, un consensus qui fasse sens pour tout le monde. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai quelques éléments de flyer si vous souhaitez en récupérer pour cet atelier public qui aura donc lieu le 25 novembre prochain à 19 h à la piscine Armand Massard. Et donc je passe maintenant la parole à Nicolas Carnevali pour qu'il vous présente les orientations du projet urbain. Je veux bien, ça s'appelle le laser. Le laser, pardon. Allô, vous m'entendez? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Parfait, ça marche. Donc je m'appelle Nicolas Carnevali, je travaille dans l'agence RSHP, vous connaissez peut-être sous le nom de Rogers. Et on est, donc je suis avec Elena Yariar ici. On est seulement 2 représentants de l'équipe, qui est une équipe beaucoup plus large avec beaucoup de spécialistes de l'urbanisme, ingénieurs, spécialistes de déplacement, paysagistes, etc. Donc on va pas... Vous sachez juste qu'on a été, on était très nombreux à étudier le site de Montparnasse. Et aussi, je rappelle, c'est important de rappeler ce que Benoît a dit, c'est-à-dire le projet que nous vous présentons ce soir, c'est vraiment une vision qu'on a donnée dans le cadre d'un concours. Donc on a passé
8 mois, 6 mois à travailler dessus pendant la phase de concours. Et là, on est avec vous pour vous le présenter. Et puis maintenant, il y a une nouvelle phase qui démarre d'études dans laquelle on sera appelé à rentrer plus en détail des propositions, à travailler avec vous aussi, les riverains du quartier, les prochaines étapes du projet. Donc, je commence par la vue aérienne de l'existant, juste un slide avant. Pour vous rappeler, j'imagine que vous connaissez très bien le quartier parce que vous y habitez, mais juste rappeler quels étaient les deux grandes le grand diagnostic duquel on est parti, c'est-à-dire un espace public qui est dominé par l'usage de la voiture. Donc presque 70% de la surface des espaces publics est aujourd'hui dédiée à la chaussée. Donc il est très très difficile de se déplacer quand on est à pied. On respire très mal, c'est très peu végétalisé, donc c'est presque 100% minéral. Et il y a un ensemble immobilier EITMM, ensemble immobilier Tourmen-Montparnasse, au centre de cet espace qui constitue une île et un bâtiment très introverti dans lequel on peut rentrer à certains moments, mais qui n'est pas ouvert sur la ville du tout, et qui est composé donc de 3 objets principaux: la tour Montparnasse, la tour CIT et le centre commercial qui constitue un socle qui unit ces 3 objets. Dans la prochaine. Donc la proposition, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de là, mais sur la maquette, c'est beaucoup plus visible. Ce que nous avons proposé, c'est à la fois, tu peux aller à la prochaine s'il te plaît. En gros, 3 objectifs principaux. Premier, c'est de végétaliser les espaces publics. Donc c'est plus à l'échelle de tout le site, en proposant de planter beaucoup d'arbres dans tous les espaces publics et de végétaliser largement afin de favoriser la perméabilisation du sol et aussi de rafraîchir pendant l'été les espaces publics qui sont aujourd'hui très très assujettis à l'îlot de chaleur urbain pendant l'été. Deuxièmement, de réaménager des espaces publics principaux, donc par exemple la place 18 juin, en prolongement de la rue de Rennes, la place Raoul Dautry en face de la gare, les rues de départ et de l'arrivée sur les côtés. Et notamment de créer un nouvel espace public au cœur de l'îlot EITMM, qui est en prolongement de la rue de Rennes. Et le troisième point, c'est d'ouvrir cet ensemble immobilier Tourmen-Montparnasse sur la ville et de pouvoir donc s'y déplacer à pied dedans sans devoir entrer dans un centre commercial fermé. Prochaine. Donc, très rapidement, la question de la végétalisation, ce qu'on propose, c'est de regarder à l'échelle du site où on peut planter des arbres et donner, cette image-là donne une vision très, très grande, à long terme, puisque, comme vous savez bien, les arbres ne poussent pas en un an. Mais c'est juste pour donner une vision à long terme de ce que le site pourrait devenir si on avait si on mettait en place en fait une stratégie de végétalisation très très intense. Prochaine, s'il te plaît. Tu peux aller du coup celle d'après. Voilà. Deuxièmement, c'est de prolonger. Donc, ce qu'on propose, c'est de prolonger les espaces publics existants autour de cet espace central. Ce que vous voyez en bleu, c'est la gare sur la gauche, la rue de Rennes sur la droite, et la tour Montparnasse ici au milieu. Ce que vous voyez en bleu, c'est des prolongements visuels et piétons des rues environnantes qu'on a décidé du coup de prolonger dans le site, dans le bâtiment de EITMM, en créant des nouveaux espaces publics au cœur de l'îlot. Et en mettant en isolant la tour Montparnasse et en créant des différents îlots à partir d'un seul îlot qui est aujourd'hui au milieu de cet espace. Du coup, tu peux revenir peut-être avant. Pour donner 2 exemples, les parcours vont être très très différents. En rouge, vous voyez à partir de la rue de Rennes à droite. Aujourd'hui, pour rejoindre la gare, on doit passer sur les côtés. Et demain, on pourra simplement aller tout droit et passer dans l'îlot de la tour Montparnasse. La prochaine, si on sort du métro 4 et 12, en correspondance où il y a le patio aujourd'hui, le patio du centre commercial,
on doit, pour aller vers la gare, soit on sort et on va à pied, soit on passe dans le tunnel entre les deux métros, les deux stations de métro. Demain, on pourra simplement sortir en plein air et prendre un cheminement piéton qui va vers la gare en plein air. En termes d'espace, de forme bâtie, c'est montré ici, mais c'est beaucoup plus clair dans la maquette, donc je vous invite à regarder la maquette plus tard. Il s'agit de créer donc, à partir d'un seul îlot plusieurs îlots, en gardant bien évidemment les éléments principaux du programme qui sont la tour Montparnasse qui reste où elle est, la tour CIT aussi, donc c'est le cube sur l'angle. Et ce qu'on propose, c'est de construire en superposition de la dalle existante sur les deux côtés de l'arrivée du départ des étages supplémentaires, mais en même temps d'enlever le socle commercial du milieu pour qu'on puisse donc déambuler et traverser le site en longitudinal. Prochaine. Donc ça, c'est une coupe qui est prise au milieu du site. Vous voyez sur la gauche la rue de l'arrivée, avec le tunnel en sous-sol, et à droite la rue du départ. Aujourd'hui, vous voyez aussi les 6 niveaux de sous-sol du centre commercial. Ce qui est proposé, donc, c'est d'ouvrir un nouvel espace public au centre, de construire des étages supplémentaires, comme vous voyez ici, en superposition de structures, avec des structures modulables et légères au-dessus de la dalle existante, et de démolir le centre, ce que vous voyez ici, afin de pouvoir marcher dedans. Donc ici, vous voyez en jaune ce qui est conservé du centre commercial, en rouge ce qui est démoli, et en bleu ce qui est construit en superposition. Et vous voyez aussi dans cette vue une projection de la vue future à partir de la rue de Rennes. Quand on arrivera de la rue de Rennes, on pourra soit descendre dans un espace public animé au niveau du métro, dont Elena va vous parler, soit continuer tout droit et aller vers la gare, qui est juste là derrière la tour Montparnasse. Prochaine. Donc je vais passer la parole à Elena qui va vous parler du programme. Bonsoir. Donc pour habiter ce projet, on a travaillé sur une programmation qui reprend les éléments existants déjà sur le quartier en s'appuyant sur ses caractéristiques. Donc peut-être si on peut revenir sur un plan général. Donc trois caractéristiques. On a identifié 3 caractéristiques du quartier. Donc 3 caractéristiques. D'abord, Montparnasse est un quartier de gare, avec la présence de la gare qui amène tous les jours des milliers de voyageurs. Mais aussi un quartier habité, et vous en êtes l'exemple, donc des choses pour les riverains. Et ensuite, on a voulu rappeler l'existence d'un Montparnasse créatif qui est lié à l'histoire du quartier, mais aussi à la présence de nombreux équipements culturels, des théâtres, des cinémas, des librairies, des petites galeries. Et donc ça a été nos 3 axes de programmation. Pour le quartier de gare, on s'est appuyé sur... on a voulu développer la mobilité et surtout la mobilité douce en travaillant sur une vélostation qui pourrait accueillir, développer donc la circulation vélo jusqu'à la gare et donc un grand parking vélo qui viendrait dans le tunnel du Maine. Et qui émergerait sur la place avec un endroit dédié au vélo où on pourrait louer des vélos, réparer, peut-être en acheter à définir. Non, si tu peux revenir. Le quartier de gare, il se définit aussi par des bureaux adaptés aux gens qui viennent autour de la gare et par la présence de la gare et par une offre hôtelière peut-être à réinventer. Pour le Montparnasse créatif, on imaginait
changer peut-être, en tout cas faire évoluer l'image du quartier en le rendant plus attractif avec un équipement culturel majeur qui viendrait être un lieu de destination à l'échelle de Paris. Donc on a imaginé ce lieu qui est encore à définir et qui est en construction dans le projet comme un lieu qui mélangerait culture et gastronomie, et donc un lieu où la gastronomie deviendrait une forme d'art comme une autre, mais aussi pourrait accueillir du design, plusieurs formes d'art à définir dans le projet. Et qui se situerait, qui se situerait ici, donc dans le bâtiment en proue, face à la rue de Rennes, en face des cinémas. Et bon, peut-être on passe au... Oui. Pour les rez-de-chaussée du quartier, qui seront ce qui permettra d'animer les rues au quotidien, on a imaginé une transformation des commerces qu'il y a actuellement dans le centre commercial, et donc le nouvel espace pourrait accueillir une diversité commerciale. Les surfaces commerciales seraient réduites d'environ 13 000 m², et la diversité existerait par des commerces de tailles différentes, des grands commerces, mais aussi des petits commerces qui pourraient accueillir des nouvelles typologies. Et enfin, un quartier habité. Pour les habitants du quartier, on s'est appuyé sur l'offre d'équipements existantes dans le quartier qu'on voudrait développer, et notamment l'offre sportive, en venant amener des équipements nouveaux à développer, mais aussi une offre de sport dans l'espace public qui pourrait situer et ponctuer les parcours au sein du quartier. Donc ça, c'est une vue en axonométrie qui montre une synthèse de ce que je vous ai dit. Donc vous pouvez voir les différents programmes, mais on le voit aussi dans le panneau, donc je vous invite plutôt à regarder dans le détail à la fin. Alors peut-être juste une précision. Elena présente des éléments assez précis sur le plan de la programmation. Il ne faut pas se tromper quand même. On n'est que sur une toute première proposition. On est dans cette problématique de travailler avec les copropriétaires, avec les activités existantes pour aboutir à un objectif qui est celui d'arriver à la fin à une diversité programmatique. Donc on ne sera sans doute pas à la fin de l'exercice de concertation et de définition et de négociation avec la copropriété à cette image-là, à exactement ces positionnements qui sont ici. Voilà, tout ça reste encore à écrire dans le détail. Et peut-être j'ajoute c'est pas très lisible ici, mais vous verrez peut-être sur la maquette mieux. Il s'agit vraiment aussi d'ouvrir le socle commercial qui est aujourd'hui présent au centre de ce grand espace. Il s'agit vraiment de l'ouvrir sur la ville et de créer du commerce de rue au rez-de-chaussée, et de ramener tout ce qui est possible au niveau de la rue pour que ce soit donc comme un autre îlot parisien. Et aussi ce qui est montré dans l'axométrie là, vous connaissez tous, vous savez tous qu'il y a une piscine dans le centre commercial. Peut-être vous l'avez jamais vue parce qu'elle est très très cachée. Et demain, ce qu'on propose de faire, c'est de révéler donc l'espace en sous-sol en créant ce patio dont Elena parlait, donc cet espace de restauration artistique. Et on aura donc une visibilité beaucoup plus présente de la piscine et de la salle d'escrime qui aujourd'hui sont très très cachées. Très rapidement, pour terminer, sur la mobilité, il y a beaucoup de propositions, mais on ne va pas vous les montrer toutes. Je voulais juste
je propose juste de regarder deux ou trois propositions qu'on a étudiées. Sur les deux côtés du centre commercial, il y a la rue de l'arrivée et la rue du départ. Côté rue du départ, donc côté 14e, ce qu'on propose, c'est de réduire la largeur de la rue et de on a dit beaucoup piétoniser, mais en fait de réduire la circulation voiture dans la rue, c'est-à-dire laisser que les bus puissent circuler, comme aujourd'hui, mais empêcher aux voitures de circuler pour créer un espace piéton, plus accessible pour les gens qui marchent. Côté rue de l'arrivée, en fait, ce qu'on propose de faire, c'est de végétaliser et pareil, donc de revoir l'espace qui est dédié à chaque circulation, mais en tout cas surtout de lisser les niveaux entre ce qui est la contre-allée de la rue de l'arrivée et la partie haute de la rue de l'arrivée. Aujourd'hui, elles sont très très déconnectées l'une de l'autre. Ce qu'on propose, c'est vraiment de créer des transitions végétales et des rampes accessibles, donc 4%, qui facilitent la transition entre le haut et le bas. Oui, je suis parti en... Pardon. Oui, il y avait quoi? En termes de... je finis avec ça, après vous poserez des questions, on va être beaucoup plus précis sur les réponses. Mais en termes par rapport au tunnel du Maine, dans le programme de la ville de Paris, il était demandé qu'on réfléchisse à la conversion du tunnel du Maine. Aujourd'hui, il y a 2 tubes de circulation, chacun il a 2 sens de voiture, enfin 2 fils de voiture. Donc il y a aujourd'hui en total 4 fils de voiture. Ce qu'on propose, c'est de fermer un des tubes et de convertir un des tubes en autre chose. Cette proposition qu'on a fait pour le moment, elle se décline en 4 parties. Donc là, vous voyez un plan qui est un peu tourné par rapport à ce que vous avez vu avant. La gare est là, la tour Montparnasse est là, et ça, en horizontal, c'est le boulevard, l'avenue du Maine. Donc un des tubes est conservé avec donc un double sens de circulation, et l'autre tube est converti. Et ici, pour le moment, il est proposé d'avoir un parking 2 roues en plein air pour essayer de résoudre partiellement le problème donc le parking 2 roues qui est très très important dans le quartier. Il y en a partout. Des aménagements paysagers à côté de la gare, du parvis de la gare. En dessous du parvis de la gare, place Raoul-Dautry, en fait, ce qu'on propose, c'est d'étendre le volume de cette vélostation dont Hélène a parlé. Donc, il est prévu aujourd'hui une vélostation dans la galerie de Paris qui va accueillir 1000 places de parking vélo, plus ou moins. Et on proposait de juste étendre, agrandir cet espace-là avec le tunnel du Maine qui est juste à côté. Et côté donc 15e arrondissement, donc la partie du tunnel, la rampe du tunnel qui passe en parallèle là de la place Bienvenue. Ce qu'on propose, c'est simplement à la place de la rampe qui va vers le bas, d'avoir une rampe qui va vers le haut, et donc d'avoir un espace piéton qui monte en douceur et qui connecte la partie basse du 15e avec la partie haute de la place Raoul-Dautry. Je pense que je pense que c'est... Oui, ça marche. Merci. Merci beaucoup tous les deux tous les trois de nous avoir présenté ce projet. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que j'ai participé à une marche exploratoire du site pour présenter le projet et j'avais 2 observations à faire que j'ai entendues du public. D'une part, dans la rue du départ, les gens qui habitent en face donc qui habitent rue du départ, mais de l'autre côté, bien entendu, de la rue, s'inquiètent beaucoup de la surélévation des bâtiments face à eux. Deuxièmement, de l'autre côté, rue de l'arrivée, pourquoi construire un bâtiment de logement entre la gare Montparnasse et la tour, alors qu'on pourrait faire un espace végétalisé beaucoup plus sympathique. Voilà, maintenant je passe la parole à tout le monde. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est le moment. Et oui, allez-y. Qui c'est qui a... Oui, vous avez un micro là? Merci pour ces informations. Ça marche? Oui, je voulais avoir des informations sur l'autre partie, c'est-à-dire du côté du commandant Mouchotte. En particulier, est-ce que ce sera là qu'il y aura une dépose minute? Parce que des gros problèmes de la circulation, qui sont absolument insolubles, c'est le dépose minute qui embouteille tout le quartier, notamment au moment des vacances. Parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de bagages, Donc voilà, est-ce qu'il y a une solution, une moins mauvaise solution?
Ouais. S'il vous plaît, on va attendre le nombre de questions et puis ensuite la direction de l'urbanisme ou l'architecte vous répondront. On va regrouper les questions, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Moi, j'avais plusieurs questions. Donc, je trouve que l'économie générale du projet est intéressante. Enfin, le fait de revégétaliser, améliorer les circulations douces. Mais il y a plusieurs points que je voulais poser. D'abord, à chaque fois, parce que c'était un dossier que j'étais aux réunions publiques, à chaque fois qu'on nous présente le projet, et on le voyait d'ailleurs sur les schémas de présentation, c'est beaucoup l'avant de la gare qui est traité. Et il y a très peu de choses sur toute la partie arrière et la sortie boulevard Pasteur, excusez-moi. La sortie boulevard Pasteur, la place des 5 martyrs du lycée Buffon, le boulevard Pasteur. Bon. Je voulais savoir aussi, alors un certain nombre va avoir l'impression que finalement, alors vous nous parlez d'une diminution des surfaces commerciales de 13 000 m², bon, ce qui est, je pense, une bonne chose, parce qu'il y a quand même des commerces qui ont été beaucoup rajoutés à l'intérieur de la gare, il y a l'espace Gaîté qui est en rénovation également, donc il n'y a peut-être pas un besoin en surface commerciale si important que ça. Il y a un problème important sur Paris tout entier, c'est le problème du logement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas saisir l'occasion pour peut-être améliorer l'offre de logement? Et puis, il y a un autre point, peut-être, qui est un peu plus subjectif. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette rénovation pour faire de ce lieu un endroit un petit peu emblématique, un petit peu visible, avec, je ne sais pas moi, un beau monument qui marquerait Paris, l'architecture de ce début du XXIe siècle. Bon, je pensais par exemple à un monument, enfin c'est là qu'a été signée la reddition des troupes allemandes en 1944, donc peut-être un monument commémoratif de cet événement qui n'est... Bon, il y avait le musée de la Libération, mais enfin qui est finalement pas très visible, alors que c'est au fond... la place du 10 juin 40 est un lieu historique. Voilà. Donc, tout un tas de questions. Puis il y en a une là que je pense qu'il n'y aura peut-être pas de réponse, mais moi je trouve que le tunnel de l'avenue du Maine est quand même une échancrure considérable. Il gêne énormément les déplacements, enfin côté 15e en particulier, par exemple entre la place Bienvenue et la rue de l'Arrivée. Donc, est-ce qu'il a été envisagé éventuellement de fermer, de combler le tunnel de l'avenue du Maine? Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'objections à cette idée, mais j'aimerais qu'on me précise ça. Voilà. Merci, monsieur. Autre question? Bonsoir, j'ai eu un AVC, donc il va falloir tendre l'oreille pour me comprendre. Je m'adresse tout particulièrement au service de l'urbanisme. À chaque fois qu'il y a des grands travaux, est-ce que vous comptez boucher les trous des trottoirs assez rapidement? Parce qu'on était dans une zone assez compliquée pour se déplacer. On a eu du bol qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. Donc voilà, en fait, est-ce que vous pouvez avoir une gestion un peu correcte de votre voirie? Merci. Autre question? Oui, là-bas au fond. Oui, moi je voudrais simplement souligner que nous sommes... Oui, je voudrais simplement souligner que nous sommes dans un quartier de gare. S'il vous plaît. Et il faudrait quand même penser à ce que beaucoup de voyageurs ont besoin de venir en taxi, en autres moyens de locomotion, du type Uber et autres. Et comment circule-t-on? Il n'y a pas suffisamment, vous allez rétrécir, réduire les voies d'accès à la gare, ce qui me paraît une aberration, alors que cette gare est très importante. Comment fait-on pour y accéder? Comment fait-on pour en sortir? Alors moi, je ne comprends pas. On veut réduire le nombre de voies de circulation. Et un grave problème, nous sommes dans un quartier de gare quand même. Il y a des millions de voyageurs toute l'année. Moi, je m'interroge sur la rénovation qui a été faite place Raoul Dautry
qui est fini actuellement avec la modification du parc, des voies de bus. Et d'abord, je suis un peu surpris quand on parle de végétalisation, qu'il n'y a aucune végétalisation qui a été faite, puisqu'il y a de l'espace libre. Deuxièmement, sur la longueur des travaux, pour un résultat qui m'a paru relativement modéré. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer à répondre à vos questions. Monsieur Farcette, si vous voulez bien répondre. Donc, on est effectivement dans un quartier de gare et c'est absolument indispensable de se préoccuper de la manière dont elle est desservie. C'est l'objet de l'étude de transport que j'ai évoquée tout à l'heure et à laquelle le Conseil de Paris a proposé d'associer les représentants des conseils de quartier. Donc ce sujet-là va se travailler dans ce cadre. Après, pour rejoindre la gare, il y a évidemment la voiture, mais il y a également d'autres modes de transport. Et cette étude, elle va regarder chacun des modes d'accès pour que cela se passe pour le mieux. Aujourd'hui, si on s'intéresse à l'accès en voiture à la gare, on a 2 déposes minutes. Un premier qui est accessible depuis le pont des 5 Martyrs du lycée Buffon, qui est relativement peu utilisé, il n'y a pas de pression. Enfin, voilà. Donc un des enjeux de cette étude, c'est déjà de s'assurer quel est le niveau d'utilisation de ce dépose minute et comment on fait en sorte qu'il soit mieux utilisé, mieux desservi, plus accessible. On a un second dépose minute qui est accessible depuis le boulevard de Vaugirard. J'y suis passé il y a encore quelques jours. Il n'y a quasiment aucun véhicule particulier à l'intérieur, pratiquement exclusivement des taxis. Donc là encore, on a 2 espaces qui sont définis sur le foncier de la gare pour accueillir les voitures en dépose minute et on n'a malheureusement pas une utilisation à cet effet. Donc, rue du commandant René Mouchotte, aujourd'hui, on n'a pas l'objectif de réaliser un dépose-minute à cet endroit-là. L'idée, c'est d'utiliser et de voir comment on peut se satisfaire de ceux qui existent sur le foncier de la gare. La rue du départ, effectivement, il y a une proposition ambitieuse de l'équipe qui est celle de réduire les flux de transit. Alors pourquoi il y a cette proposition? Principalement pour simplifier et réussir à réaménager la place du 10 juin 1940. Parce qu'aujourd'hui, la place du 10 juin 1940, c'est très concrètement le sac de nœuds que vous avez à gauche. Vous voyez toutes les gyrations, tous les parcours qui peuvent exister, pour arriver à quelque chose qui soit plus piéton. Donc pour reconquérir cet espace-là, il faut réduire tout simplement le nombre de fils qui y arrivent. Et donc, pour arriver à retrouver cette place du 10 juin 1940, il faut agir sur la rue du départ. Et donc supprimer les voies de transit de la rue du départ. Donc c'est pour ça qu'il y a cette proposition sur la rue du départ, pour agir de manière ambitieuse sur la place du 10 juin 1940 et donc rapprocher le site de la rue de Rennes. Alors, si l'équipe l'a faite, c'est qu'elle a cette conviction et qu'elle a réalisé un certain nombre d'analyses des données de trafic pour que ça ne crée pas l'embolie du quartier de gare. L'étude transport le vérifiera. L'étude de circulation de l'évaluation environnementale le vérifieront. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de revenir vers Paris. Elle est conservée, la double circulation. Oui. Rue de l'Arrivée, on reste sur une capacité circulatoire. On arrive à 800 000 voyageurs les grands week-ends, 20 millions de voyageurs par an, et je ne vous parle pas des jours de grève ou d'incidents de la gare Montparnasse. Oui. On est systématiquement déjà bouché. Donc en réduisant les fils de circulation, ça va être pire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet de fonctionnement en pointe que vous soulevez. Donc il faut s'intéresser à la manière dont on arrive à gérer la pointe du vendredi soir. Oui.
Rue de l'Arrivée, c'est pas le seul. On continue votre exposé parce que, comme de toute façon personne n'est d'accord sur ce que vous présentez, ou il y a peu de gens qui sont d'accord, donc continuez, allez jusqu'au bout parce que sinon on va pas comprendre ce qui se passe. Je suis pas sûr que tout le monde ne soit pas d'accord, mais on va en débattre. Mais bon, enfin, pour l'instant, j'entends pas mal de gens qui sont pas d'accord. Mais enfin, continuez, allez jusqu'au bout et puis on ouvrira le débat sur ce point-là parce que je pense qu'il est nécessaire. Donc est-ce que la fermeture totale du tunnel du Maine a été étudiée ? C'est un scénario qu'on n'a pas pu poser dans le cadre de l'étude d'un an parce que aujourd'hui, l'avenue du Maine est un axe préfectoral et il sert au service de secours et au service de l'ordre pour rejoindre les sites stratégiques à Paris. Et donc, dans notre discussion avec la préfecture de police, on n'a pas pu poser la question de la suppression totale de cet itinéraire. Pour autant, des itinéraires alternatifs pourraient être proposés. Je pense en particulier à un itinéraire qui serait le boulevard Raspail, le boulevard de Montparnasse, en substitution de l'avenue du Maine pour les services de secours. Donc le sujet et la discussion avec la préfecture de police me semble ouverte. Sur le plan de la suppression et des conséquences sur la circulation, cela doit s'étudier et on ne saura pas tout obtenir assurément parce qu'on est à la recherche d'un équilibre et on ne va pas réussir d'un côté à piétoniser la rue du départ pour agir sur la place du 10 juin 1940 et fermer la totalité du tunnel. Voilà. La question de l'avant-gare et de l'arrière-gare. Effectivement, le projet urbain a un périmètre que je vous ai présenté tout à l'heure qui se concentre sur un aménagement qui est plutôt à l'avant-gare. Pour autant, l'étude de mobilité et de transport que je vous ai présentée, elle a un périmètre qui est beaucoup plus large, qui intègre l'arrière-gare. Et à l'issue de cette étude de mobilité, rien n'empêche que la ville de Paris décide d'agir et d'aménager le pont des 5 martyrs du lycée Buffon pour le transformer, etc. etc. Donc cette étude, elle peut aboutir à une révision du périmètre de travaux et d'actions pour aller s'intéresser à l'aménagement de l'arrière-gare. Vous avez aussi posé la question du logement et de son importance pour Paris. Parmi les scénarios que nous étudions, nous avons un scénario avec davantage de logements que l'image programmatique très provisoire qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc ça fait partie des scénarios d'études. Et je réponds en même temps à madame qui posait la question de pourquoi on a proposé, pourquoi l'équipe a proposé cet immeuble place Raoul Dautry plutôt que de la végétation. On est aujourd'hui dans une discussion avec les copropriétaires chez qui on intervient pour transformer. Vous avez vu toute la propriété, tous ces mètres carrés qui sont détruits au cœur de l'îlot pour reconstituer de l'espace piéton. Ça a forcément un coût qu'il faut réussir à assumer. La manière dont le projet propose de l'assumer, c'est celui de reconstituer d'autres lieux de construction en surélévation, rue du départ, rue de l'arrivée, et aussi en des lieux de construction plus isolés comme le bâtiment place Raoul Dautry. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié une question, dites-moi. Et quel nom? Si, la Raoul Dautry, c'est répondu, ça c'est répondu. Le dépose minute, j'ai répondu. Ah si, c'est répondu. Ça. La station bus. Station bus, mais c'était une question. Ah oui. Alors oui, tu as raison. Donc les nids de poules, effectivement, je pense que vous évoquiez l'enjeu de refermer ou de reconstituer rapidement un revêtement dès lors que des travaux étaient réalisés, de façon à ce que, notamment l'asphalte des trottoirs soit plus rapidement réalisé, de façon à ce que
Oui. Enfin, en tout cas, c'est un des enjeux de la réalisation du chantier, d'avoir pour tous les espaces qui resteront en circulation publique pendant que les travaux se réalisent, et bien que ces cheminements soient sécurisés, carrossables, sûrs pour les parcours. Donc Nicolas, oui, tu me disais... Oui. Ah oui, il y avait le lieu emblématique aussi. Je ne sais pas si c'est... Oui, alors la place Raoul Dautry, donc effectivement il y a eu des travaux assez longs de mise en accessibilité de la station bus. C'était un impératif réglementaire que de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder aux services de transport public, et donc les quais qui n'étaient pas dans leur configuration précédente, comment ils étaient en courbe et donc qui ne permettaient pas aux bus de stationner au droit du quai, ont été révisés, et donc effectivement ça peut apparaître comme beaucoup de temps de chantier pour un résultat peu satisfaisant, en tout cas peu visible. La question de la végétalisation, oui, sans doute que dès à présent on aurait pu davantage commencer à végétaliser. C'est un des objectifs qu'on se fixe dans l'atelier participatif de la semaine prochaine, qui est celui de définir des lieux où on peut commencer à mettre en œuvre la forêt urbaine. Et donc on aurait pu aller plus loin, plus tôt. C'est en tout cas l'objectif qu'on se fixe. Oui, je peux juste rappeler le fait que le projet de la station bus était déjà en cours avant qu'on commence ce processus-là de toute façon. Donc ça n'a pas été intégré dans la réflexion et ça va être intégré dans le futur. Puis peut-être juste répondre à la question sur le lieu emblématique que quelqu'un évoquait, monsieur, évoquait là-bas. Je pense que tous, la ville de Paris, comme les copropriétaires, comme nous, on a tous l'intention de transformer ce lieu en un lieu emblématique. Je ne sais pas si ça doit passer par un monument ou quelque chose qui est lié à la guerre forcément, mais peut-être pour nous c'était juste plutôt une question de transformer ce quartier en lieu emblématique du point de vue de la vie qu'on va créer dedans, en fait, de ce que ça va devenir dans le futur, des ambitions d'environnement durable, donc de l'air qu'on va respirer, de la végétalisation et donc de tout ce dont on parle dans la présentation. C'est plus l'emblématique, c'est plus dans ça. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc peut-être ce que je vais demander, vous l'avez évoqué, donc je vous prie de m'excuser. Ou peut-être que c'est complètement hors sujet, je ne sais pas. Mais que se passe-t-il boulevard de Vaugirard avec ces travaux? Parce que ça sent pas bon. Donc, est-ce que vous pouvez nous informer? Parce que voilà, enfin, c'est un petit peu en lien avec l'arrière-gare, quoi. Hein. Voilà, ça rejoint la question de monsieur qui disait qu'il faut pouvoir accéder à la gare, quoi. Bonsoir. Y aura-t-il combien de camions par jour qui va pour pouvoir faire tous vos travaux? Ça va créer un embouteillage. Il y en a déjà. Bon, il y en aura un peu plus. Mais le dépôt minute du côté Vaugirard, s'il n'y a pas de personnes qui se posent minute côté Vaugirard, c'est la faute de la SNCF. Parce que quand on arrive du côté Vaugirard, il n'y a pas de panneau d'affichage pour savoir quel est le train qui part vers Quimper, vers Toulouse ou ailleurs. Alors, voilà. Bonne soirée. Ah, oui, s'il vous plaît, encore une autre question, parce que en regardant la diapo, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'on vous avait dit qu'il faut rapprocher la place du 18 juin de la rue de Rennes. Bon, moi, j'aime pas les phrases qui disent « faut ». Hein. C'est nous qui décidons, mais bon.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans la configuration actuelle, il y a au moins 4 lignes de bus qui circulent, qui partent donc de la gare et qui vont dans Paris. C'est le 39, le 95, le 92 et genre... Non, le 80... Et le 96 dans le 91, il passe pas par là. Et en fait, il longe en fait la rue de l'Arrivée. Et si vous réduisez toute la place du 18 juin avec la rue de l'Arrivée qui va fondre, enfin, c'est pas possible. Enfin, et en plus, il y a des travaux qui ont été faits place du 18 juin il n'y a pas très longtemps pour justement accueillir tous ces bus. Ça va. Enfin, il y a pas un risque d'engorgement monstre. Enfin, après, si on ne veut plus que les bus y circulent, c'est une autre question. Oui, je trouve qu'on dit que le quartier Montparnasse a perdu son âme. Là, je n'ai pas l'impression qu'on va redonner quelque chose. On parle beaucoup d'oxygène, mais c'est oxygène, c'est-à-dire de l'air. Mais quoi d'autre? Montparnasse, on avait une super opportunité pour redonner vie à ce concept qui n'existe plus, en fait. Un quartier un peu mort. Est-ce que c'était pas là, puisqu'on remet tout à plat? Est-ce que c'était pas une opportunité? On parle un peu d'art, on parle un peu d'artisanat, mais on peut parler aussi de peinture, on peut parler de... donner une dimension plus marquée. Enfin, je sens pas vraiment ce projet, je trouve... je sens beaucoup d'oxygène, voilà. C'est ce que je ressens, comme une obsession, mais pas... On avait une opportunité, on casse tout. Est-ce que, justement, casser tout, c'est pas trouver autre chose, un autre concept, une autre stratégie? Mais celle-là, je la ressens vraiment pas. Mais j'en suis désolée. Est-ce qu'on respecte pas trop l'existant? Oui, merci pour cette présentation. Moi, à voir ce projet, je me demande quel est l'objectif, en fait. Je ne sais pas s'il y a un vrai objectif qui a été défini avant de le mettre en œuvre. Pour moi, une gare, c'est fait pour circuler. C'est vrai dans toutes les capitales d'Europe. Et là, c'est un lieu de promenade. Mais à mon avis, on se trompe. J'avais également une question. Je voulais appuyer une des personnes qui sont intervenues. Effectivement, réduire les routes. C'est vrai que personnellement, je suis aussi pour diminuer les voitures, promouvoir les transports en commun, avoir des espaces verts, ça c'est très bien. Mais réduire les routes, il faut savoir que dans une gare, quand on vient avec des valises, la poussette, les enfants, quand on est âgé, etc., on ne peut pas venir en vélo, on ne peut pas venir à pied. On a besoin de venir en voiture ou en taxi, en Uber ou quelque chose comme ça. Et le fait de réduire les chaussées, vouloir mettre des trottoirs de 10 000 mètres où on ne sait pas quoi faire, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça ne va pas, au contraire, jouer à l'encontre de l'écologie, c'est-à-dire créer des bouchons supplémentaires, des gaz d'échappement supplémentaires que les habitants et les riverains respirent tous les jours, quoi. Bonsoir, juste un petit mot. Bien sûr, on se réjouit de la végétalisation, mais il faut considérer, outre le fait que la végétalisation et les arbres vont réduire un tout petit peu la chaussée et donc vont empêcher les personnes à mobilité réduite. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte cela. La végétalisation, ce sont des arbres. Et quel type d'arbres vous comptez mettre? Parce que dans le corps médical, nous nous inquiétons des allergies qui vraiment sont devenues majeures. Certains arbres comme le bouleau amènent beaucoup d'allergies et force est de constater que nous avons de plus en plus de citoyens qui ont des gros problèmes de santé. Merci. Donc je vais commencer par la place du 10 juin 1940. Donc effectivement, aujourd'hui, elle est parcourue par un certain nombre de lignes de bus qui, la RATP l'a présenté dans un diagnostic à l'occasion d'une réunion publique.
et on pourra d'ailleurs partager ce diagnostic également, aujourd'hui perd énormément de temps dans des retournements et des manœuvres dans cette place du 18 juin 1940. Et simplifier ces parcours bus va permettre d'améliorer la vitesse commerciale et donc la qualité du transport public. Et donc à ce stade, il n'y a aucune inquiétude sur le fait que la configuration telle qu'elle est présentée là est meilleure sur le plan du soutien au transport de masse. Alors, vous avez posé la question qui rejoint celle de tout à l'heure sur la réduction des voies et la manière. Voilà, c'est effectivement un quartier de gare. C'est un quartier de gare qui a été imaginé dans les années 70 à un moment où on envisageait de faire venir une autoroute urbaine et prolonger l'autoroute A6 jusqu'à Montparnasse. Donc vous avez des voies qui ont des largeurs incroyablement surdimensionné. La rue du commandant René Mouchotte, la rue du départ, pour vous donner un ordre de grandeur, elle fait aujourd'hui 26 mètres de large. La rue de l'arrivée, elle en fait 36 à 40 mètres de large. Un boulevard comme la rue de Rennes, la rue de Rennes, ça en fait 22. Donc on voit qu'il y a quand même énormément de potentiel pour reconquérir et trouver le bon équilibre entre les circulations qui doivent permettre à la gare d'être desservie, une place pour la végétalisation et une place pour des usages. Et donc effectivement, vous disiez qu'on est dans un quartier de gare, mais on est aussi dans un quartier habité. Et donc la question de la promenade, ça peut également faire sens pour un certain nombre de publics. Sur la palette végétale, va effectivement être définie à la fois pour éviter les problèmes de santé environnementale et d'allergie que vous soulignez, aussi pour se projeter dans une ambiance climatique différente et la ville essaye de trouver les essences qui peuvent être plantées maintenant, mais aussi durer vis-à-vis du réchauffement qui s'annonce. Peut-être que Nicolas, tu peux répondre sur la question du respect de l'existant. Rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Dans le respect de l'existant, c'était dans le sens des constructions existantes. Je demande au monsieur. Ah, trop grand. Oui. Non, enfin, la dame est partie là, mais je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Enfin, il y a eu quand même une démolition du Montparnasse artistique. Ok. Et donc on n'a pas craint de tout casser en 60-70. Est-ce qu'il faudrait... Là c'est peut-être un peu extrême, mais non, on se demande des fois s'il ne faudrait pas tout recasser pour retrouver un quartier vivant. Bon, juste pour répondre très rapidement, au stade du concours, bien évidemment, on s'est posé toutes les questions de ce type-là. Mais pour nous, en fait, la transformation du quartier passe à la fois par la programmation et aussi par la construction, bien évidemment. Ce qu'on peut pas dans notre proposition, ce qu'on a proposé, c'est justement de transformer le quartier sans tout détruire, puisqu'on ne peut pas se permettre de tout détruire aujourd'hui. Il y a des coûts exorbitants, bien évidemment, et puis il y a aussi une question de bilan carbone. Si on détruit, on reconstruit tout, en fait, notre opération immobilière est très très lourde en bilan carbone pour le futur. Donc ce qu'on proposait, c'est comment réhabiliter l'existant et ajouter plutôt un projet par addition. Et puis il y a surtout une très grande question, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui
dans les bâtiments que vous voyez. C'est-à-dire il y a des propriétaires et des occupants et des exploitants des espaces, et c'est leur espace privé. Et il faut pouvoir, par un phasage savant, faire une transition entre une situation existante qui est celle que vous voyez aujourd'hui et une situation en fait, qui est un changement complet du quartier. Mais donc il faut faire avec l'existant, on ne peut pas tout détruire et puis reconstruire. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a proposé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer quand même au sujet suivant. Je voudrais juste vous rappeler ce qu'a dit Monsieur Farset. C'est l'atelier de concertation qui a lieu le 25 novembre à 19h à la piscine Armand Massard, parce que la concertation va durer jusqu'à fin 2020 et il me paraît très important que tout le monde participe à ce projet-là. Je passe la parole à Monsieur Stigbo. Avant de passer à la gare Montparnasse. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Florian Sidbon, je suis président des élus de gauche du 15e. D'abord, vous dire une chose, c'est que nous sommes les élus ici présents, en tout cas ceux qui seront candidats aux prochaines élections, tenus à un certain devoir de réserve, puisque nous sommes en période préélectorale, ce qui explique peut-être qu'on ne puisse pas s'engager plus dans nos opinions par rapport à ce projet, et donc on est contraint de s'en tenir à des éléments factuels. Néanmoins, et ça, malgré cette période, tout à fait le droit de le dire, je voulais vous remercier beaucoup de cette présentation et remercier Rogers du travail l'agence Rogers qui est RSHP, du travail qui a été fait, qui est quand même un travail conséquent, et ça je crois qu'on peut dire que c'est un élément factuel. De cette perspective qui est donnée au quartier, qui est vraiment de passer d'un urbanisme sur dalles à un urbanisme contemporain. Et donc ça va être quelque chose pour notre quartier qui va au-delà, qui va être une transformation profonde. Et je ne voudrais pas que notre conseil de quartier ne fasse que se positionner sur les questions de mobilité qui sont importantes et qui vont être à regarder, évidemment, mais que nous puissions prendre ensemble toute la mesure de la transformation, des transformations à venir. Alors voilà, il y avait, ça c'est peut-être un élément d'explication aussi à donner à tout le monde, c'est un concours qui a été lancé, alors je parle sous votre contrôle parce que vous savez ça mieux que moi, mais accompagné par la ville de Paris, mais lancé je pense par la société privée qui détient, voilà, conjointement, voilà. Donc la ville a accompagné pour qu'on puisse avoir une vision nouvelle de ce quartier, mais il s'agit de copropriétaires privés. Et donc ça c'est hyper important de le comprendre parce que il y a tout un travail, parce qu'évidemment il y a un droit de propriété en France, et donc du coup ce sont des copropriétaires privés qu'il faut convaincre donc de transformer leurs biens en fait, et donc il y a tout un travail aussi juridique et d'accompagnement qui est conséquent à faire et qui explique qu'on ne peut pas repartir totalement d'une page blanche. Voilà. Après, je voudrais redire aussi également pour la clarté pour tout le monde que c'était un concours d'urbanisme qui a donc défini et des opérations d'urbanisme de cette envergure. Je crois qu'il n'y en a pas forcément d'autres de programmés dans la ville de Paris dans cette ampleur dans les prochaines années et décennies. Et donc ce projet d'urbanisme ce concours d'urbanisme avait comme but, ça a été assez bien expliqué lors des autres réunions de présentation nombreuses qu'il y a eu, des marches exploratoires, avait pour but de redessiner le quartier, mais pas d'en définir précisément la programmation, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des bureaux, des logements, des commerces, etc., etc. Et donc c'est une proposition qui a été faite comme ça a été dit. Pardon ? À la gare, ils sont les commerces.
Non, mais ça c'est autre chose. Il y a dans le quartier, on l'a dit plusieurs fois, la reconfiguration du centre commercial qu'il y a dans la gare par Gare et Connexion, le centre commercial Gaîté, mais ça c'est des entités distinctes, ça a déjà été présenté ici en conseil de quartier. Par contre, du coup, effectivement, la programmation qui nous a été présentée ici, elle reste... écoutez, il faut que je me dépêche, je pense qu'on a écouté d'autres choses, voilà, je pense que c'est important que tout le monde reparte avec les idées claires ici. Donc, la programmation qui a été donc proposée, elle est encore à construire, et elle est à construire avec l'ensemble, évidemment, des habitants, des élus qui seront élus à la prochaine mandature, etc. etc. Pareil pour... et quand on dit, ça c'est aussi un élément factuel, une des idées fortes du projet, c'est la forêt urbaine qui est proposée, puisqu'il y a eu un travail avec un paysagiste qui a été important dans le projet, et donc du coup ça on l'a peu évoqué, et je pense que c'est intéressant que ce soit noté pour que ceux que ça intéresse puissent aller voir plus en détail factuellement ce qui est proposé là-dessus. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Nous passons au dernier sujet de ce conseil de quartier, qui est donc la société, la SOMED, qui est donc la maison de santé de la gare Montparnasse, qui va vous être présentée par Bénédicte Gaudreau et Monsieur Houry. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci énormément de l'invitation. Merci aux équipes de la mairie, merci au conseil de quartier et merci également à Hubert Debouillet, le responsable des opérations d'Altarea, de nous avoir choisis pour ce beau projet qui, on va essayer de faire un consensus ce soir, qui j'espère sera un consensus pour tout ce beau quartier du 15e arrondissement qui, comme vous le savez, est un peu dépourvu en acteurs de santé. C'était une grande volonté de la mairie et d'Altarea de promouvoir un espace, une destination santé dans la gare Montparnasse. Et donc on a essayé de créer l'offre de soins la plus polyvalente et la plus accessible possible. On va essayer, si tu veux passer rapidement les slides. Alors, Sommet Santé, c'est une enseigne nationale de 14 centres de santé répartis sur le territoire. L'avantage qu'a Sommet Santé, c'est le dossier unique national partagé, c'est-à-dire que tous les patients qui sont référencés comme médecins, qui choisissent nos centres de santé comme médecins traitants, vont pouvoir avoir une continuité du dossier de soins, que ce soit à Marseille, à Nantes ou dans la gare Montparnasse. Vous retrouverez votre dossier médical pour ceux qui sont en région parisienne, de Clichy à Clé-Souilly, et puis ici dans le 15e arrondissement. Un centre de santé, c'est 3 obligations pour nous, gestionnaires. C'est le salariat de nos praticiens, ce qui assure une continuité pour vous, patients, de retrouver un professionnel de santé qui a votre dossier médical tout au long de la semaine et également pendant les vacances scolaires. L'accès à des rendez-vous programmés ou non programmés, mais également des soins en secteur 1 sans dépassement d'honoraires et la pratique obligatoire du tiers payant, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avancer les frais de santé ni au niveau de la sécurité sociale ni au niveau de la complémentaire santé. Oui. Alors le service tel qu'il a été prévu et tel qu'il a été présenté aux équipes de la mairie et à Hubert pour Altarea, c'est le suivant, c'est un plateau de 550 mètres carrés qui va s'organiser selon trois grands pôles. Un pôle dentaire avec 8 fauteuils, un cabinet d'orthodontie pour enfants et adultes, un cabinet des blocs de chirurgie, évidemment de l'omnipratique et des soins de pédodontie.
un service médical avec 2 cabinets de médecine générale qui fonctionneront toute la journée et qui pourront accueillir des patients en continu, en programmé et en non programmé. Des cabinets de spécialistes. Alors, la demande actuelle qu'on nous a relevée sur le quartier était sur les spécialités qu'on avait dictées ici, principalement sur l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie et la chirurgie orthopédique, rhumatologie. On est évidemment à l'écoute de ce que vous pourriez nous demander et de ce que vous pourriez nous apporter comme complément de précision. On n'est pas fermé sur les spécialités qu'on souhaite voir venir dans ce centre. Et évidemment un plateau de radiologie en secteur 1 avec une table conventionnelle, une salle d'échographie, une salle de mammographie. Et puis on va essayer de finir rapidement avec la façon dont nous on s'oriente vers vous, le quartier, c'est-à-dire que on s'oriente d'abord vers vous pour proposer les recrutements qu'on va effectuer pour ce centre de santé. Ce sont près de 80 personnes qui sont prévues d'être embauchées pour cet acteur santé. Ces 80 personnes, ce sont évidemment des praticiens, mais ce sont également des secrétaires, ce sont également des assistants dentaires, des manipulateurs radio, tout le personnel de soins que peut accueillir un centre de santé polyvalent. Voilà. Voilà. Oui, moi j'aurais juste une question, c'est vraiment un projet pour l'instant. On est au-delà du projet puisque c'est installé. C'est bientôt. On est en début de travaux très prochainement. On attend le dossier chez le début de travaux, d'accord. Le bureau de travaux, début de travaux. Okay. Oui. L'idée c'est d'être prêt pour fin mars, début avril. Vous avez des questions à poser, oui? Oui. Il va être face au quai. Face au quai. Au dernier conseil de quartier, on nous a présenté le centre médical Jacksonnet. Donc la description que je viens d'avoir me semble beaucoup y ressembler. Proche. Donc oui. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu un double emploi? Alors, là, juste vous répondre sur ce point-là. En fait, le centre Jacksonnet est à quasi-saturation aujourd'hui. Puisque le directeur général du centre Jacksonnet, qui était venu faire une très bonne présentation, vous vous en souvenez, nous avait même dit qu'il envisageait d'ouvrir un deuxième centre pas très loin. En fait, dans le projet de la gare, il y a ce centre qui va s'ouvrir. Je pense que on est quand même dans un désert médical à Paris, quelque part, et je pense que le fait d'avoir ce centre qui s'ouvre, qui sera évidemment ouvert à nous tous, habitants le 15e et le quartier, mais aussi à tous ceux qui transitent par la gare. Et il y a de plus en plus de gens qui habitent à Bordeaux, à Rennes, ou en tous les cas vers l'ouest ou le sud-ouest. Et l'idée de pouvoir être reçu entre un train d'arrivée et un train de départ pour ceux qui viennent passer la journée à Paris, je trouve que c'est une offre publique intéressante, assez solidaire et qui en tous les cas ne nuit pas. En tous les cas, pour en avoir parlé à un certain nombre de médecins du quartier qui ont dit que pour eux, ça ne posait aucun problème. Donc, quelque part, ça peut nous rassurer sur ce point-là aussi. Est-ce qu'il... allez-y. Alors oui. Pardon. Oui, on sera ouvert le week-end. Excusez-moi. Oui, c'est une très bonne idée, mais ne peut-on pas prévoir une permanence le week-end? Oui, on a prévu effectivement de respecter un petit peu les ouvertures de la gare Montparnasse. Et donc, comme la gare est ouverte du lundi au dimanche soir, voilà, on a prévu effectivement nous aussi de faire une permanence le week-end. Ça sera très complémentaire avec le centre Jacksonnet, c'est parfait. Je vous en remercie. Oui, d'autres questions? Non? Bon. Plus de questions? Donc c'est le consensus, c'est merveilleux.